Et je vais proposer donc à Ronan Leroux, ingénieur de recherche INRAE à l'unité Agroclim de Montgendre. Rebonjour Ronan. Pour vous, c'est la météo. Et on va commencer par... on va décrire quelles sont les données météo disponibles, mais on va peut-être commencer par quelques définitions. Parce que données météo, c'est un terme un peu, on va dire, valise. Et ce terme recouvre différentes réalités avec différents types de données. C'est Et ça. c'est important peut-être de commencer par ça. Oui, je vais commencer. Donc, c'est pas une... Je vais essayer de commencer par définir trois grands types de données météo, climato, qui sont utilisées principalement en France et dans le monde. Donc, en présentant les avantages, désavantages et les cas d'utilisation un peu dans lesquels on peut les appliquer. Et après, dans une deuxième partie, ce sera plus un inventaire, alors qui sera non exhaustif, hein, parce qu'aujourd'hui, la donnée météo et climato, il y en a qui est produite à très grande échelle et très massivement à l'échelle du monde, mais un peu ce qui fait référence en France aujourd'hui, et ce qui est accessible librement et gratuitement, et aussi présenter quelques compétences qu'il faut pour manipuler ces données. Et ensuite, on verra des cas d'application un peu génériques et après un peu plus spécifiques à l'agriculture pour les territoires ruraux. Donc il y a beaucoup de sources de données différentes qui fournissent soit des paramètres météorologiques, soit des paramètres climatiques. Donc la différence entre météo et climatologie, elle est principalement sur l'échelle temporelle. Donc la météorologie, on va s'intéresser un peu à la météo présente et à l'échéance de quelques jours, donc sur des phénomènes à échelle très courte, assez intenses. Par exemple, on va essayer de prédire des orages ou la grêle ou la météo du lendemain. Tandis que le climat, ça va être la météorologie moyenne sur une période assez longue, donc au moins 30 ans. Et maintenant, des fois, on travaille à l'échelle de 20 ans. Donc on est quand même sur deux domaines qui sont complètement différents, même si on a les mêmes variables dedans. Donc la première donnée météo qui peut être utilisée en climato, ça reste la station météorologique. Donc c'est des données d'observation. C'est aujourd'hui la donnée la plus fiable d'observation, c'est celle qui provient des stations météo. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment un panel de stations météo et de capteurs qui ont des qualités souvent qui sont croissantes avec le prix. On va de quelques euros quand on veut sa station météo dans son jardin à, par exemple, pour les stations nous, du réseau INRAE qu'on utilise, on est aux alentours de 10 000 euros la station. Donc avec plusieurs types de capteurs. Et suivant à l'endroit où on la place, c'est ça qui va déterminer un petit peu quelle échelle spatiale vous pouvez représenter. Par exemple, dans l'Organisme mondial de la météorologie, il y a une classification des stations météo qui préconise de placer les stations donc, sur un sol enherbé, à distance de bâtiments, sur des sols plats, en fait, pour pouvoir représenter un climat régional. Après, si vous cherchez des climats locaux, on peut installer des stations météo qui représentent mieux la configuration locale du territoire. La deuxième grande source de données météo et climato, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est de plus en plus accessible, c'est ce qu'on appelle les données de réanalyse. Donc c'est une donnée maillée. Alors en France, la donnée de référence, c'est la donnée Safran qui est produite par Météo France, qui est 8 km par 8 km. Donc on pourra discuter après des problèmes d'échelle qu'on a entre les problématiques territoriales qui sont souvent à des échelles très fines, on l'a vu dans les premières présentations, et des données climato qui sont souvent à des échelles kilométriques, voire suprakilométriques. Là, on voit qu'on est environ à 8 km et c'est quasiment ce qu'on fait de plus fin aujourd'hui sur du long terme. L'avantage d'avoir de la donnée maillée, c'est qu'on couvre l'ensemble du territoire. On a une quinzaine de variables climatiques qui sont disponibles, un pas de temps journalier, on n'a jamais de trou dans les données, et c'est homogène et comparable entre elles. Donc en fait, c'est vraiment fait pour faire de la climat, pour faire du long terme. Par contre, ce n'est pas vraiment de la donnée d'observation. En fait, c'est une donnée qui est produite par des algorithmes qui cumulent à la fois de la donnée de modèles climatiques, donc qui sont des simulations 100% numériques, avec des données d'observation. Donc on a une donnée qui est censée représenter le jour J, mais qui est alimentée pas uniquement par de l'observation. Donc on a forcément un biais. Et l'autre biais ça va être sa résolution spatiale. Donc c'est assez peu conseillé sur des échelles temporelles fines d'utiliser ce genre de données, par exemple de prendre une maille pour regarder un peu ce qui se passe sur notre territoire. Pour des échelles temporelles fines. Sur du long terme, on peut comparer un peu les évolutions
Et il faut faire particulièrement attention dans des secteurs où le climat est un peu compliqué, par exemple en Occitanie, dans les Cévennes, où on a une variabilité naturelle du climat qui est énorme, notamment sur les précipitations, et on a encore du mal en fait à représenter localement où est-ce que les précipitations ont lieu. Et un autre grand type de données accessibles, c'est la prévision météo. Donc la prévision à échéance courte, qui sont aussi des données maillées. Donc en France maintenant, elles sont accessibles librement. On verra un peu après comment y accéder. Donc ces données météo, elles sont alimentées au jour J par de la donnée d'observation. Et après, il y a le modèle qui simule le climat pour les 2 ou 3, 15 jours à venir. Et on sait que plus on s'éloigne dans le temps et plus notre prévision météo perd en fiabilité. Donc là, c'est une photo, une capture d'écran du site InfoClimat qui alimente par les données AROME, qui est aujourd'hui le modèle de Météo France à 1,2 km de résolution, qui est à peu près le plus fin qui est pour la donnée de prévision en France. Qui, j'imagine, valorise des données satellitaires? Alors, il y a à la fois un modèle numérique donc, qui reprend les équations du climat et il est alimenté en observation par du satellite et des données des modèles d'échelle plus large. Et enfin, la dernière grande donnée qui est aujourd'hui un peu au cœur de beaucoup de préoccupations sur l'évolution des territoires, c'est les projections climatiques pour donc essayer d'évaluer l'évolution du climat dans les 20, 30 et 50 prochaines années à venir. Donc c'est des données qui sont utilisées uniquement sur du long terme. Et là, on sort complètement, donc c'est aussi des données maillées, on est accessible tous les jours, mais on sort complètement de la donnée d'observation. Les modèles climatiques, ils fonctionnent dans une Terre numérique. Donc la Terre est représentée sous forme numérique. On simule des conditions initiales qui sont aux alentours de 1950. Et en gros, en mettant les gaz à effet de serre qui ont été émis d'ici là et en faisant des scénarios de gaz à effet de serre, en gros, c'est un peu une sorte de jeu vidéo du climat. On appuie sur play et le modèle il se met à tourner tout seul jusqu'en 2100. Donc une journée, si on prend 2003 dans n'importe quel modèle climatique, par exemple, la plupart ne vont pas représenter une canicule en 2003. Ce sont des années fictives. Mais sur 30 ans, ils sont corrigés et on représente bien le climat de 30 ans, par exemple, de la France. Si vous prenez la période 76-2005, qui est la période de référence encore aujourd'hui en changement climatique, d'un modèle climatique simulé, il va représenter relativement bien le climat qu'il y a eu sur cette période 76-2005. Donc c'est des précautions à prendre quand il y a encore des fois des confusions avec des personnes qui utilisent des modèles climatiques en historique en pensant que c'est ce qui s'est vraiment passé. C'était mon cas. Du coup, que ce soit des données... je vous laisse finir la liste des données disponibles. Ça va aller très vite après. Ouais, juste pour savoir, c'est que ce soit des données du coup, de station, des données de réanalyse, des données de prévision ou des projections climatiques, toutes ces données-là, au moins si elles sont produites par des acteurs publics, elles sont disponibles gratuitement en open data? Oui, alors celles que je vais présenter là. Après, je présente les liens pour y accéder, comment y accéder, quel niveau de compétence on peut avoir. Et après, il y a d'autres données qui peuvent fournir des paramètres climatiques à différentes échelles spatiales. Et maintenant, il y a beaucoup de produits satellitaires qui peuvent fournir au moins de l'information, notamment des radars de précipitation aussi. Et après, qui peuvent alimenter des modèles hydrauliques. Donc vous avez vraiment pléthore de données disponibles. Alors là, je vais vous faire une petite cartographie vraiment non exhaustive, uniquement de données libres et publiques, et en me focalisant sur la France. Après, je présenterai rapidement ce qu'il y a de disponible à l'échelle européenne et mondiale, mais plutôt avec un focus sur la France, parce qu'on est assez bien servi maintenant sur les données climatiques. Donc après, c'est des diapos qui vont pas être super fun, parce qu'il y a toujours un gros lien assez moche, et puis c'est que du texte, mais bon, on va aller assez vite dessus, et c'est pour après, quand vous récupérez les diapos, si vous avez besoin d'accéder aux liens météo. Donc pour les stations météo, depuis janvier 2024, donc c'est très récent, Météo France a complètement changé sa politique d'accès aux données et a ouvert la majorité de ces données, et notamment de ces stations météo. Donc ça représente un peu plus de 3000 stations sur le territoire, c'est quand même intéressant, sachant qu'ils ont mis toutes leurs stations, et il y en a certaines qui sont arrêtées, ou qui n'ont pas tourné longtemps, ou qui ont un paramètre, ou qu'un seul paramètre. Par exemple, dans les Cévennes, il y a beaucoup de pluviomètres. Et bon, ce qui est intéressant, mais on n'aura pas les autres paramètres qui vont avec. Donc après, il faut faire un peu de tri, et si on veut à peu près, on peut diviser par 3 si on veut des séries un peu longues, et avec toutes les données
avec toutes les variables météo. Mais ça fait quand même un joli réseau qui a exploité, où là on a de la donnée fiable, hein. Par exemple, si on prend une autre région du monde, hein, moi j'ai travaillé un peu sur le bassin amazonien, il y a beaucoup moins de stations sur l'ensemble du bassin amazonien qu'on en a sur la France métropolitaine, alors que le bassin amazonien fait plus que la taille de l'Europe. Donc on est quand même bien servi. C'est aussi une donnée qui est assez facile à manipuler, parce que c'est pas très lourd, hein, c'est des données ponctuelles. C'est à peu près la seule donnée de climat qui est utilisable avec de la bureautique classique type Excel. C'est mieux si on commence maintenant, il y a beaucoup de langages de programmation, hein, notamment dans la formation des étudiants. Ça facilite grandement l'utilisation et la valorisation de ces données. Et après, quand on veut faire des analyses de changement climatique, Météo France, ils font ce qu'on appelle des données homogénéisées, c'est-à-dire qu'avec l'évolution des capteurs, on peut avoir des petits gaps, ou avec les changements de place des stations, on peut avoir des petits gaps dans les séries temporelles des stations, et donc eux, ils réhomogénéisent statistiquement pour pouvoir faire des études de changement climatique sur des stations. Donc, je l'ai dit, en France, la réanalyse classique qu'on utilise, c'est Safran. C'était un modèle à la base qui était fait pour l'évolution du niveau de la neige et maintenant qui a été étendu à l'ensemble de la France. C'est disponible au pas de temps journalier sur le lien que je vous donne. Il y a beaucoup de données. On a des données donc, journalières à l'échelle de la France pour une quinzaine de variables climatiques, donc précipitation, température, ETP, il y a des humidité du sol. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées. Par contre, du coup, vu qu'on a beaucoup de variables à l'échelle de la France, de la donnée journalière depuis 1950, on se retrouve avec de la donnée qui est globalement assez lourde à manipuler. Donc, on n'est pas aux 2 Tera d'un lidar, mais voilà, n'importe qui ne peut pas se dire tiens, je vais télécharger Safran et je fais une carte avec. Il faut un bon niveau dans des langages un peu de programmation type R, Python. Là, je vois qu'il y a pas mal d'étudiants de la chaire. Donc, c'est vraiment maintenant les 2 outils qui sont les plus utilisés pour produire et analyser ce type de données. Alors, il y a beaucoup d'autres réanalyses à l'échelle européenne. Donc, si vous connaissez certainement Copernicus. Et puis, il y a un data store sur Copernicus. Donc, un peu pour les mêmes raisons que Tristan a présenté. Par exemple, les données DRIAS ne sont pas dessus parce qu'elles ne couvrent pas l'ensemble, ou les données Safran parce qu'elles ne couvrent pas l'ensemble de l'Europe. C'est l'échelle minimum pour Copernicus, c'est l'Europe. On précise ce que c'est DRIAS. Après, oui, je n'ai pas présenté DRIAS, c'est le portail de changement climatique de Météo France. Je le présente juste après, en fait, j'ai été un peu trop vite. Et il y a une référence en réanalyse, si vous travaillez à l'échelle du monde, il y a une donnée de référence qui est ERA5. Voilà. Si vous voulez de la donnée historique de climat à l'échelle mondiale, c'est clairement celle aujourd'hui qui fait référence. Elle est disponible qu'au pas de temps horaire. Donc là, on arrive sur des quantités de données qui sont assez lourdes à gérer. Pour les prévisions météo, en France, à Rome, il y a 2 modèles, Arome, Arpège. Donc à Rome, c'est échelle fine spatiale un peu, et on va moins loin dans le temps. Et à Rome, c'est un peu dégradé au niveau spatial, mais on va un petit peu plus loin dans le temps. Elles sont disponibles à J+2 ou J+3 tous les jours, à plusieurs. Il me semble que le pas de temps, c'est tous les 3 heures, il y a un run qui est mis disponible, et du coup qui peuvent être téléchargés. Mais là, par contre, on est sur de la donnée qui, en fait, s'agrège, si vous voulez, plusieurs dizaines d'années. On va arriver à plusieurs téras très rapidement de données à manipuler. Donc, il faut en avoir un intérêt fort. On ne télécharge pas de la donnée pour rien. Et c'est dans des formats un peu particuliers, c'est assez dur à manipuler. On est obligé de la télécharger ou est-ce qu'on peut, par API, on va dire, il y a des requêter rapidement et juste choper la donnée qui va bien pour produire un service sans avoir besoin de télécharger toute la base? Oui, en fait, il y a des API pour chacun des jeux de données que je vous ai donnés. Il y a des API qui sont disponibles. Météo France a à la fois mis des dépôts de données et des liens vers des API pour tout télécharger. Et après, on verra quelques cas d'applications qui ont justement utilisé ces API pour les intégrer. Et enfin, projection climatique. Donc en France, DRIAS, ça reste le site de référence. L'avantage, c'est que ces données qui sont maillées sur la même grille que Safran, donc à 8 km, donc on peut comparer les deux, même s'ils n'ont pas mis les mêmes numéros de mailles, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est aux mêmes endroits. Il faut juste trouver la bonne table de... C'est ça, il faut trouver la table de correspondance. Elles sont un peu disponibles sur DataGouv, je crois. Pour l'instant, c'est des données qui sont régionalisées, parce que quand on fait des modélisations climatiques, on a des modèles globaux qui tournent à l'échelle de la Terre, et quand on veut avoir des données un peu plus fines, on les régionalise avec un autre modèle climatique à aire limitée, on dit qui est concentré sur une région.
Donc ces exercices de régionalisation, pour l'instant, ils vont que jusqu'au dernier exercice, l'avant-dernier exercice du GIEC. Vous savez qu'en 2021, on a sorti, il y a un nouveau jeu de données climatiques qui s'appelle les CIMIP. Donc il y a le CIMIP 6 qui est sorti en 2021. Pour l'instant, les exercices de régionalisation en Europe, ils sont toujours à CIMIP 5. Ça prend beaucoup de temps de régionaliser de la donnée. C'est en cours. Fin 2025, c'est leur objectif, mais bon, on verra. Sur Drias, on peut télécharger la donnée brute donc de tous les modèles. Il y en a maintenant, je crois que c'est 17 qui sont disponibles avec plusieurs corrections de biais. Donc c'est vraiment une donnée qui est assez lourde à manipuler et à traiter. Donc il faut vraiment, là, sans passer par la programmation, si on veut vraiment traiter un ensemble de données, Drias, ça paraît relativement compliqué. Donc les données brutes, on a vu qu'elles existaient. Elles sont libres maintenant, notamment en France. Il n'y a plus beaucoup de données qui est gardée sous la main. C'est plus orienté quand on veut traiter la donnée brute vers des publics ingénieurs, traitement de données, donc un public assez expert. Mais il y a déjà forcément des solutions qui existent quand vous voulez juste de l'information. Et donc là, je vais vous présenter des cas de ce qu'on peut faire. Ou alors, si ça vous intéresse uniquement de consulter ce type d'informations, il y a aussi des ressources qui sont là pour ça. Donc pour la prévision météo, moi, il y a une plateforme, il y en a plein, des sites où vous pouvez avoir les prévisions météo. Moi, j'aime bien celle d'InfoClimat parce qu'elle est assez bien faite. Et eux, en fait, par API, ils téléchargent tous les jours Arome et ils font leur simulation. Vous voyez, ça, c'est la grille Arome à l'échelle de la France et un petit peu plus. Et vous pouvez choisir les paramètres qui vous intéressent et les horizons temporels. C'est un peu une sorte de site météo spatialisé, quoi. On précise qu'InfoClimat, c'est un acteur associatif. Oui, c'est une association. Voilà. InfoClimat, c'est une association d'intérêt général qui est en fort partenariat avec Météo France et notamment avec beaucoup de stations météo qui sont, il me semble, disponibles dans la base de données Météo France. Après, au niveau agricole, il y a l'ACTA, les instituts techniques agricoles et Météo France qui ont fait un service qui s'appelle Aléa Pluie. Donc là, c'est à partir de beaucoup, il n'y a pas qu'un seul modèle, il n'y a pas que Arome, il y a beaucoup de projections météorologiques qui sont produites. Et en fait, ça donne la probabilité de pluie à des échelles à 7 jours et à 15 jours à l'échelle de la France. Donc ça, notamment pour des applications agricoles, ça peut être assez important. Là, je fais un peu de pub parce que c'est une application qui est développée dans notre unité à Agroclim, donc qui est un suivi climatique. Donc elle a 3 semaines l'application, donc il y a encore beaucoup de défauts et de bugs dedans, mais on y travaille assez régulièrement. Et le but, c'est d'avoir un suivi de l'année climatique avec un nombre de paramètres pour des cultures qui seraient plutôt en hiver, donc avec des indicateurs qui commencent en octobre, des cultures qui commenceraient plutôt en été, avec des indicateurs calculés en avril, et un climat annuel. Et en fait, vous avez un suivi continu de l'évolution de certains indicateurs, par exemple du cumul des pluies sur l'année, et c'est comparé aux 30 dernières années pour savoir si on est dans une année plutôt chaude, plutôt sèche, etc. Et Renan, là, on est sur de l'observation ou également de la prévision? Alors, j'allais dire, c'est du coup, ça, pour l'instant, on est uniquement sur du safran, donc c'est l'année en cours, donc 2000, là, on est, vous voyez, c'est écrit 8 avril 2024. Donc c'est du suivi en temps réel. Il n'y a pas de projection de prévision météo, mais c'est pour avoir un bilan un peu de l'année climatique en cours pour l'agriculture. Pas encore ou Alors c'est un Non projet, mais la prochaine étape, c'est d'intégrer des modèles de culture dedans pour simuler des potentiels de rendement climatique avant la projection. Et après, pour les projections climatiques, vous avez l'espace de découverte Drias et Climat HD qui ont été fournis par Météo France, où là, vous pouvez choisir tout un tas de paramètres, plusieurs modèles, plusieurs scénarios d'émissions, et vous allez avoir l'évolution et des cartes qui vont être produites automatiquement. Donc, si vous avez alors, c'est toujours à l'échelle de la France. Climat HD, on peut régionaliser un petit peu, et ça vous permet donc de voir un peu l'évolution du climat qui est attendu en France à différents horizons temporels. Pour l'agriculture, il y a un portail, donc là c'est plus pour une application locale qui s'appelle Canary France, où là vous avez des indicateurs agroclimatiques, et certains sont même dédiés à certaines productions agricoles. Et en fait, vous allez sur le portail Canary France, il faut une inscription, c'est gratuit, et en cliquant sur une maille, vous allez pouvoir rentrer quels indicateurs, quels scénarios climatiques, quelle modélisation vous intéressent.
C'est assez facile à prendre en main. Donc c'est développé par Solagro et Météo France. Solagro, c'est Une association, Une bureau association. d'études Ouais. spécialisée en agriculture environnement, voilà, basée à Toulouse. c'est ça. Et donc vous allez avoir des graphes d'évolution de vos indicateurs avec des box plots et puis un petit texte explicatif qui vous permet aussi d'interpréter vos résultats. Par rapport à, justement, je fais la comparaison, Canary répond à la question de tout à l'heure sur la projection, par rapport à votre outil qui est en cours de développement, là, dont j'ai oublié le nom, Agromet Info. Agromet Info. AMI. AMI. Donc le nouveau pote de l'agrométéo est sur on va dire l'existant, passé, ouais. le passé et l'existant, enfin, et le quotidien. Ouais. Et là, c'est alors que uniquement de la Canary projection. est sur une projection climatique. Donc pareil, là on est sur de la modélisation versus de La l'observation. réanalyse, observation, voilà. D'accord. Par contre, on peut avoir qu'une maille avec Canary. On n'a pas de cartographie, il n'y a pas de spatialisation parce que ils font les calculs en fait en live. Et avec, je crois qu'ils ont pris 15 modèles climatiques pour avoir une gamme d'incertitudes de l'évolution future. Mais si je suis agriculteur, ça me fait penser à l'intervention tout à l'heure de Rémi pour Asolia. On peut imaginer coupler un outil de prévision de l'assolement avec un outil comme ça pour voir si cette année. Mais j'imagine, on reste sur des pas de temps qui sont de quelques jours, peut-être, encore une fois. Oui, pour Agromet Info, c'est vraiment pour le suivi de l'année. Là, on est pour la planification à long terme, quoi, d'évolution, par exemple, d'une exploitation agricole. On n'est pas sur on n'est pas sur l'annuel. Et après, il y a quelques pages pour apprendre, pour ceux qui veulent se mettre un peu dans le traitement de données. Moi, j'en maintiens une qui est un peu toute neuve, où c'est des conseils de code et de traitement de données pour produire des figures à partir de fichiers de données climato et météo brut. Et après, il y a eu un projet, c'est Pierre qui me l'avait envoyé, un hackathon qui a été fait par Météo France sur leurs données. Et donc, pour l'utilisation de données climatiques, c'est un projet qui s'appelle l'ADAL. Voilà. Donc, merci Avec plaisir. Pierre. Plaisir. Google a été mon ami. Et voilà, j'arrive à 20 minutes. C'est parfait. Merci beaucoup. Ronan. Est-ce que ces différentes données météo disponibles inspirent des usages, des questions? Davide Rizzo. Au milieu. En parlant bien dans le micro, Davide, en collant le micro sur ton menton, s'il te plaît. Très intéressant de voir l'élaboration des données. Dans un travail de collègues italiens, Flora De Natale du CREA, qui est un peu l'INRAE italien, j'avais eu la densité de stations météo par hectare agricole. Or, la carte qu'ils avaient produite montrait une grande hétérogénéité selon les pays. En France, je vois que la densité publique est relativement petite, mais il y a une densité potentielle des réseaux privés. Quelles sont les interactions sur la collecte des données pour la partie agricole? Merci. Alors, les réseaux privés, il y en a beaucoup en agriculture. Des fois, il y a des partenariats qui sont mis en place avec Météo France. C'est Météo France qui gère. Il faut qu'il y ait un RIC, un réseau d'intérêt général. Et du coup, Météo France gère la donnée et la met à disposition, mais avec l'accord du privé. Après, les autres réseaux privés, ils restent privés. Donc, on n'a pas accès. Est-ce que justement cette densité, c'est une donnée qu'on connaît? C'est-à-dire, je sais, sur datagouv.fr, je peux télécharger la géolocalisation de toutes les stations et connaître par hectare la densité sur mon territoire? On peut télécharger, parmi les paramètres qu'il y a dans les données, c'est que latitude, longitude, donc il y a les coordonnées de l'ensemble des stations. Ouais. Donc on peut se dire, j'ai plein de stations sur mon territoire, donc a priori la donnée est plus fiable que dans d'autres territoires où la densité serait moindre. Voilà. Est-ce que justement il y a une remise en cause de l'intérêt de ces réseaux privés qu'on évoquait à l'instant ou d'acteurs privés par rapport à l'ensemble de ces données publiques disponibles de manière gratuite? Il n'y a pas vraiment de remise en cause parce que s'il y a des acteurs privés qui ont un intérêt à avoir de la donnée très locale, et qui vont placer leurs stations suivant des paramètres, parce que le climat sur des distances très fines, il peut varier très fortement, notamment dans les zones accidentées. Donc peut-être qu'il y avait des besoins antérieurs à la mise à disposition de ces données publiques d'avoir accès à de la donnée météo, mais elles sont complémentaires, je dirais. Donc voilà, vendre des stations météo, ça reste un bon business? Je crois, parce qu'ils en vendent de plus en plus. Une autre question? Sûr? 3, 2, 1, pas de regret. Eh bien écoutez, merci beaucoup Ronan Leroux, ingénieur de recherche à INRAE.